Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Et l'invité politique, donc, est Hervé Guémard, qui a été ministre, vous le savez, bonjour. Bonjour. Et qui est proche d'Alain Juppé avec l'inauguration du QG hier et sortie du livre sur le régalien ce matin. Je lisais Le Figaro, Alain Finkielkraut, il faut absolument tout faire pour éviter la guerre civile en France. Est-ce que c'est le sens de la candidature d'Alain Juppé ? Je pense que le pays, c'est pas d'aujourd'hui, a les nerfs à fleur de peau. Pour des tas de raisons, le chômage, la peur de la mondialisation, évidemment les attentats dont la France est la cible depuis Mohamed Merah en réalité, puisqu'on remonte toujours au 11 janvier, mais ça a commencé bien avant, et les Français ont peur de l'avenir. Et donc, dans ces moments-là, on est dans des situations extrêmement difficiles, et je pense qu'il ne faut pas souffler sur les braises, il ne faut pas flatter les ressentiments. Il faut pas solliciter les peurs. Il faut pas faire battre les Français les uns contre les autres. Mais il faut pas, c'est qui ? C'est Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande. Non, mais globalement, vous avez un discours. Il faut qu'on parle vrai, autrement ça n'a pas d'intérêt. Mais moi, je vais pas désigner Pierre-Paul ou Jacques. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a dans la société française actuelle, et pas seulement chez les politiques, chez certains commentateurs, chez certains écrivains, chez certains philosophes, une volonté d'aller aux extrêmes. Moi, je crois au contraire que dans ces moments-là, c'est donc le concept d'identité. Enfin, il faut que la France le vivre ensemble, l'identité heureuse. Alors, le vivre ensemble est une expression qui a beaucoup trop servi. Je veux dire, qui est un peu tarte à la crève, qui est un peu sirupeuse. Alain Juppé a parlé d'identité heureuse. On lui a reproché. Encore une fois, c'est Nicolas Sarkozy. Non, et pas que Sarkozy. Beaucoup de gens lui ont reproché, et je pense qu'il a raison. Parce que l'identité heureuse, c'est un objectif. Il n'est pas naïf, il sait bien qu'il y a beaucoup de tensions dans la société française actuelle. Le seul sujet, c'est qu'il ne faut pas flatter les peurs et les ressentiments, mais il faut élever la ligne d'horizon. Je pense que c'est ça que les Français attendent, fixer un cap, et c'est ça le sens de la candidature d'Alain Juppé. Est-ce que vous considérez qu'il est d'une certaine manière autonome par rapport à ce que sont devenus les Républicains aujourd'hui, parce qu'il a un QG, maintenant il a des livres programmatiques qui sortent, ce qui veut dire que le programme qui est défini par Nicolas Sarkozy et ceux qui sont à l'intérieur des Républicains, finalement n'a pas, je dis pas aucun sens pour lui, mais enfin c'est marginal. Donc il est parti des... D'abord, quand on est candidat à l'élection présidentielle, mieux vaut être autonome de pensée, d'allure et d'action. Parce que, à l'élection présidentielle... Donc c'est un fait ce matin, il est autonome des Républicains. Non, il est autonome, il a toujours été autonome, Alain Juppé. Quand il était au RPA, il était moins autonome qu'il n'est aujourd'hui. Il est toujours membre des Républicains. Il n'était pas au bureau politique. Je suis membre des Républicains. Je suis membre des Républicains. Oui, mais pardon, on me dit que François Fillon, je ne sais pas qui, ne sera pas au bureau politique tout à l'heure. Il faut pas en tirer de conséquences. Je veux dire, il y a des fois des problèmes d'agenda. Donc c'est pas un sujet le bureau politique. Mais il y a une autonomie qui est réelle. De toute façon, à partir du moment où on décide qu'il y a une élection primaire pour départager les candidats de la droite et du centre, chaque candidat vit sa vie, s'adresse aux Français. Alors évidemment, il y a le noyau dur qui sont les membres du parti politique auquel nous appartenons tous, mais les électeurs de l'élection primaire sont tous les Français régulièrement inscrits sur les listes électorales. Question, est-ce que ces primaires, ça va être une émission de télévision, ces primaires c'est très important, beaucoup de gens les attendent, les gens vont s'expliquer. Est-ce que vous allez laisser la production de cette émission aux chaînes qui vous le proposeront, ou est-ce que vous allez, je parle là justement des Républicains dans leur ensemble, vous intéresser au contenu, à la manière dont ça va se dérouler? En clair, est-ce que les Républicains vont produire leurs primaires? Ça, je peux pas vous répondre actuellement. Mais est-ce que c'est une vraie question? Nous avons constitué une haute autorité indépendante du parti qui est chargée d'organiser les primaires. Alors, il y a des tâches matérielles, comme l'organisation de chacun des 10 000 bureaux de vote qui vont couvrir l'ensemble de la France. Il y a les conditions de la campagne, la transparence des comptes, le plafonnement des comptes de campagne pour les candidats. Et il y aura effectivement un troisième sujet qui est celui de l'organisation des débats. Alors, vous allez discuter avec les chaînes de télévision ou vous allez l'organiser vous-même? J'imagine. Moi, je ne suis pas président de la haute autorité. Donc c'est pas tout à fait pareil quand même, parce que vous allez dans un endroit où vous vous retrouvez avec les conditions qui vous sont offertes par la chaîne. Je pense qu'il y aura les deux. Je pense que la haute autorité organisera des débats une fois que tous les candidats seront connus et reconnus. Et puis il y aura bien évidemment des émissions de radio et de télévision, comme il est normal. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait plusieurs émissions? Je parle de la télévision. On n'en est pas encore là, vous savez. On ne connaît pas encore les candidats.
Certains se sont déclarés, d'autres pas. Passé le stade de la déclaration, il faut être validé, parce qu'il faut avoir des parrainages de parlementaires et d'adhérents. Donc, quand on connaîtra le nombre exact de candidats, on avisera. Mais je pense que c'est une question prématurée pour l'instant. Question plus sérieuse, si je puis dire, avec les essais qui ont lieu en Corée du Nord, la situation qu'on a évoquée tout à l'heure ou tout au long de la matinée avec la commémoration des attentats de Charlie, le projet de loi qui va arriver au Conseil des ministres. On a l'impression que finalement, vous, les hommes politiques, vous êtes politiques français, vous êtes comme nous tous d'ailleurs, citoyens français, comme beaucoup de gens sur la planète, totalement dépendants de ce qui se passe dans le monde, mais plus que jamais. L'économie s'effondre en Chine, les BRICS sont en grande difficulté. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, j'en arrive à ma question, que cette élection de 2017 va se jouer plus à cause des circonstances internationales qu'à cause justement du climat en France ? Tout est dans tout. Ce qui est vrai, vous avez raison, Guillaume Durand, c'est que le monde, j'allais dire, est beaucoup plus mondialisé qu'il ne l'était il y a 50 ans, mais même au lendemain de la guerre mondiale, Georges Bernanos a écrit un bouquin formidable qui s'appelle « La France contre les robots », dans lequel il parle déjà de cette mondialisation, où le fait qu'un événement en Chine se répercute à Chicago et ensuite rebondisse en Europe. Donc c'est pas complètement nouveau. Ce qui est vrai, c'est que le monde a basculé après 2 ou 3 siècles de suprématie, on va dire, occidentale, c'est-à-dire Europe et Amérique du Nord. Nous avons maintenant un monde multipolaire, beaucoup plus équilibré, avec 2 foyers de menaces principales. Le premier que nous vivons en direct, parce que nous avons des liens historiques profonds, c'est évidemment le Proche et le Moyen-Orient. Et deuxièmement, c'est l'Asie. C'est l'Asie. Ça, c'est sur le plan, j'allais dire, stratégique et militaire. Et sur le plan mondial, les économies sont extrêmement interdépendantes. Et on sait bien d'ailleurs, regardez par exemple la baisse des cours du pétrole et des hydrocarbures, c'est l'aide durable, va avoir forcément des effets. $40 le baril et l'Arabie Saoudite a déjà budgété pour les années qui viennent un budget à $25. Va avoir forcément des effets sur l'Algérie. Et tout ce qui se passe en Algérie a des incidences sur la France. Donc ça aussi, c'est un grand sujet de vigilance pour nous. Est-ce que vous considérez, par exemple, on donne, ou on cite ce matin dans la presse un rapport qui est donné à Myriam El Khomri pour qu'à cause justement des robots, de la mondialisation, du numérique, il va falloir à un moment ou à un autre trouver le moyen d'inventer une sorte de revenu minimum général qui regrouperait toutes les aides, justement, parce que vous aimez bien les problèmes économiques, puisque fondamentalement, ceux qui n'arriveront pas à suivre le mouvement, ceux qui seront mis momentanément à l'écart, il va bien falloir qu'on trouve un moyen de les faire vivre dans un pays. Est-ce que c'est ce qui intéresse aussi Alain Juppé ? Oui, bien sûr, mais sur cette question, il y a 2 sujets différents. Il y a un premier sujet qui est celui, est-ce qu'on substitue à toutes les aides diverses et variées que nous avons, qui sont compliquées, une aide sociale unique. Donc ça, c'est un vieux débat. Il y a les pour, il y a les contre, il y a certains pays qui l'ont essayé, d'autres qui l'ont essayé, qui sont revenus en arrière, d'autres qui ne l'ont pas encore essayé. Donc c'est un débat en soi qu'on va pas trancher ce matin. Et il y a un deuxième sujet qui, lui, est encore plus important, qui est avec le développement de la société numérique et digitale, et on le voit chez beaucoup de jeunes, aujourd'hui, un travail pluriactif, on va dire. Moi, je suis né dans une vallée, la Tarentaise, en Savoie, où il y a beaucoup de pluriactifs, puisqu'on est moniteur de ski l'hiver ou pisteur secouriste, et puis on est dans le bâtiment ou dans d'autres métiers agricoles l'été. Et quand j'étais jeune parlementaire, j'ai fait un rapport sur ces questions, qui d'ailleurs met en exergue des problèmes qui se posent aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes de cotisation sociale. Et alors, donc, il y a des problèmes de cotisation sociale, et moi, je pense qu'il va falloir qu'on crée un statut pour ces nouvelles formes de travail. Et ce qui va être difficile à gérer, c'est que pendant bien des décennies, on aura une partie des Français qui seront en gros dans le modèle 1945, tel qu'il a été créé à la Libération, et une autre partie qui seront dans un modèle différent. Et ça, il faut, et Alain Juppé fera bien évidemment des propositions sur ce sujet. Par une sorte de dédoublement de la personnalité, j'écoutais Alain Juppé hier chez nos confrères d'Europe 1, personne ne comprend comment il peut à la fois, disons, envisager de voter la déchéance de la nationalité, en même temps considérer qu'il n'est pas tout à fait pour. Non, je dirais, c'est pas ce qu'il a dit. Il y a un problème juridique qui tient à la révision constitutionnelle. Alain Juppé, sur la déchéance de nationalité, a dit qu'il s'en tenait à la déchéance de la nationalité, d'ailleurs déjà prévue par les textes depuis le Code civil de Bonaparte, renforcé en 1938, c'est-à-dire les Français binationaux qui ont acquis la nationalité française. En revanche, sur les Français de naissance, il est extrêmement réservé.
Il y a un deuxième sujet. Il y a un deuxième sujet dans la proposition de François Hollande, qui est la question de la constitutionnalisation de l'état d'urgence, de l'état de siège, etc. Et sur ce sujet, de manière prudente, d'ailleurs, dans son interview au JDD, Alain Juppé dit si on estime qu'il faut le constitutionnaliser, constitutionnalisons-le. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, sur ce débat, on est dans une très grande confusion dont le pays souffre. Vous savez, sur ce sujet, Hollande adopte la stratégie Edgar Faure, qui disait quand la situation est complexe et que je suis dans la difficulté, j'embrouille. Donc, avec son histoire de révision constitutionnelle, François Hollande embrouille tout le monde et embrouille le pays. Moi, on va vivre, Guillaume Durand, pendant les 3 mois qui viennent, jusqu'au mois de mars, dans une querelle juridique à laquelle personne ne comprend rien. Donc moi, je ferai une proposition à François Hollande, arrêtez les frais de cette révision constitutionnelle dont tout le monde sait que c'est un rideau de fumée et qu'elle ne servira à rien, et prenez la décision de permettre la création d'une commission d'enquête co-présidée par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, avec y compris des parlementaires. Bernard Cazeneuve a dit, mais je l'attends, il n'y aura pas de problème. Non, mais il faut le faire, parce que les Américains, après le 11 septembre, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre, ont fait une commission d'enquête extrêmement courageuse, qui a fait un bilan de tous les dysfonctionnements de l'appareil d'État. Et ça, il faut le faire. Il faut le faire. Commission d'enquête, c'est le Charlie Hebdo, le Canard enchaîné qui sort ce matin. Des failles à pleurer. On voit évidemment un résumé de tout ce qui s'est passé, avec une protection du journal qui était insuffisante, un PV qui a disparu sur effectivement la surveillance des frères Kouachi, la femme du garde du corps de Charp qui considère que le dispositif était beaucoup trop léger, et en même temps on va aboutir à un Conseil des ministres où on va adopter une loi qui renforce effectivement la sécurité en France. Comme l'a dit Gérard Larcher. Et avec, en plus, c'est un projet de loi qui va être défendu par Madame Taubira, qui visiblement n'est pas d'accord avec... Enfin, elle ne le dit pas ouvertement. Vous apportez de l'eau à mon moulin. Je veux dire, on est dans une confusion absolument incroyable. Nous, l'opposition, nous avons voté à l'unanimité l'état d'urgence parce qu'il fallait réagir après le 13 novembre. Mais je pense que le moment est venu de monter rapidement une commission d'enquête pour faire le bilan complet des failles dans notre système. Alors moi, je voudrais rendre hommage à toutes nos forces de sécurité qui ont fait un travail remarquable. Donc ce que je pointe, c'est pas l'attitude individuelle des forces de sécurité, mais c'est le défaut systémique d'organisation de nos services de renseignement et d'action. Et ça, il faut le faire. C'est un des leitmotifs de la droite. Est-ce que vous considérez que ce projet de loi qui va arriver, qui va être discuté, il peut être défendu par Mme Taubira, dont tout le monde sait que en privé, elle n'est pas d'accord avec une grande partie. Ça, c'est son problème. Jean-Pierre Chevènement avait dit à un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. C'est une phrase que vous appliquez à Mme Taubira ce matin. Bah voilà, évidemment. Il y a une solidarité gouvernementale. Si on est d'accord, on reste au gouvernement. Si on n'est pas d'accord, on le quitte. Est-ce que vous considérez que la une de Charlie Hebdo est décente, dangereuse ? Moi, je trouve qu'elle est inutilement provocatrice. C'est ce que disait Guillaume Tabar à l'instant. L'assassin court toujours. Je le partage complètement. Voilà. Est-ce que vous considérez, puisque Alain Juppé l'a dit, qu'il était prêt à travailler donc avec des sociodémocrates ? Alors Emmanuel Macron, qui semble-t-il a quelques problèmes avec Madame El Khomri, puisque maintenant une grande partie de la loi Macron 2 pourrait être intégrée à ce que va faire Madame. Est-ce que finalement Macron, il serait pas plus il travaillerait pas plus confortablement du côté de Juppé qu'avec François Hollande aujourd'hui? Est-ce qui vous intéresse? Ça, c'est à lui qu'il faut le demander. Est-ce qui vous intéresse? D'abord, comme je disais, remarque précédente, quand on est au gouvernement, on est solidaire de l'action gouvernementale. Donc c'est un peu facile. Il l'est. C'est un peu non, parce qu'il a des tas de déclarations, d'ailleurs, dont j'approuve certaines d'entre elles, qui ne sont pas du tout dans la ligne du gouvernement. Donc il faut savoir si on est dedans ou dehors, parce qu'il est très facile d'être dedans et de se singulariser, ça plaît aux médias, ça donne une image flatteuse, mais après, au bout du compte, quel est le résultat de l'action? Quelles sont les lois qui sont votées? Quelles sont les décisions qui sont prises? Et aujourd'hui, très honnêtement, la ligne du gouvernement n'est pas tout à fait celle d'Emmanuel Macron. Donc il a été absorbé finalement? Non, mais je veux dire, il a un rôle très important. C'est un garçon qui a un grand talent, qui a sans doute un grand avenir, mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, comme on dit. Est-ce que vous considérez, comme Pierre Gattaz, ce sera ma dernière question, qu'il faut une loi pour sortir de cette affaire du chômage en France qui est quand même pathétique? Alors, il y a une urgence économique. Il a raison, Gattaz, il y a une urgence. Alors, je ne sais pas s'il faut une loi, mais en tout cas, on sait bien que depuis son élection, François Hollande a tourné le dos à peu près tout ce qu'il fallait faire pour lutter contre le chômage dans notre pays. Et à un an de la fin de son mandat,
qui nous dit que le chômage c'est l'urgence, c'est plus à pleurer qu'à rire d'ailleurs. Alors Pierre Gattaz est dans son rôle quand il dit ce qu'il dit, il a tout à fait raison de le dire. Alors après, quels sont les contours de la loi? Enfin, on sait que pour redresser notre pays, et nous y travaillons avec Alain Juppé, il faudra agir sans tarder, sans hésiter et sans faiblir. Merci avec Guémard d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique, donc alors que le QG de Alain Juppé a été inauguré hier soir, et donc le livre, le deuxième, avant les propositions économiques, ce sera le troisième. Oui, qui sera au mois de mai-juin, oui. Voilà, celui sur le pouvoir. Économique et social. Sur l'aspect régalien du pouvoir, est sorti aujourd'hui. Il est pile 8h30, le journal, le rappel des titres dans un instant, et après la revue de presse de Renaud Blanc. Bonne journée à vous. Merci.